suis partenaire parce qu'au domaine, on essaie de mettre en pratique la biodiversité et tous les travaux qui ont été faits par les chercheurs sur le domaine. Et aujourd'hui, la recherche dans le domaine fait des avancées énormes et qu'il faut se tenir au courant pour pouvoir appliquer les bonnes pratiques, pour pouvoir faire des bons vins, tout en préservant la nature, notre climat et la biodiversité. Je vais commencer par une petite présentation rapide de l'Institut français de la vigne et du vin. En quelques mots, donc institut doublement qualifié comme Institut technique agricole et Institut technique agro-industriel. Concrètement, ça veut dire que on fait de la recherche et développement à la fois sur l'amont, donc la partie matériel végétal, viticulture, et l'aval. La partie vinification jusqu'au conditionnement et attente, perception des vins et du marché. On est répartis sur le territoire français dans quasiment toutes les régions viticoles, ce qui nous permet un ancrage territorial, d'être au fait des attentes des professionnels, au plus proche des attentes des professionnels, pour pouvoir conduire de la recherche et développement dans différentes régions, différents contextes, différents cépages. On travaille étroitement en collaboration avec les partenaires techniques régionaux comme les chambres d'agriculture, les services techniques des interprofessions ou des centres INRAE. Je ne vais pas détailler plus que ça. On a un petit rapport d'activité qui est sorti, donc je vous invite à aller le consulter en ligne pour ceux que ça intéresse. Le propos de mon intervention déroulée, je vais refaire un petit retour. Alors bon, je suis désolée, l'espace-temps, voilà, on va passer du Moyen-Âge à l'époque contemporaine directement là. On va commencer par des notions sur l'agroécologie. Faire un petit flashback sur les orientations, les engagements des instances viticoles pour comprendre un petit peu l'évolution de nos politiques publiques, et puis rentrer dans le projet Vitiliance qui découle de la stratégie de la filière face au changement climatique. Et puis je terminerai par quelques illustrations, donc dans le temps qui m'est imparti. Alors pour commencer, la définition de l'agroécologie, donc pour moi, il est important de la partager. Elle date de 2014, issue de la loi d'avenir agricole, donc c'est une définition française. Je vous propose qu'on la lise pour en s'imprégner de tout son sens et de toutes ses valeurs. Les systèmes de production agroécologique privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité, tout en maintenant ou en augmentant leur rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ces systèmes de production agroécologique sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. Voilà, je ne veux pas faire d'explication de texte. Il me semble que la définition est très complète, elle est puissante. Il y a des notions aussi qu'on n'a pas encore abordées jusqu'à présent, comme l'atténuation. Donc, quelles sont les actions que l'agriculture peut conduire pour réduire son empreinte environnementale par rapport au fait d'utiliser une terre, cultiver une culture et produire jusqu'à la commercialisation de ces produits agricoles.
Alors, un petit flashback sur l'évolution de la politique publique française. Je suis partie du projet agroécologique pour la France, donc de 2014, date à laquelle la définition de l'agroécologie est sortie. Pour information, l'agroécologie est une définition qui existe aussi, portée par la FAO. On est quand même un des rares pays au monde à avoir une définition officielle partagée sur la notion de l'agroécologie. En 2015, il y a eu le plan Ecophyto 2, voilà, qui a fait écho au plan Ecophyto 1. En 2012, il y a eu les systèmes de certification environnementale qui sont apparus. Donc, c'est une particularité de la France aussi de porter elle-même un encadrement de la certification environnementale. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de certification environnementale? Il y a le niveau 2 de la certification environnementale, le niveau 3. Niveau 3, c'est HVE, haute valeur environnementale. Et le niveau 2, donc, ce sont des critères qui donnent une équivalence par rapport à des cahiers des charges. Donc, pour la partie viticulture, on peut citer le cahier des charges Terravitis, qui est un cahier des charges porté par les professionnels de la viticulture, mais c'est un cahier des charges qui est reconnu de niveau 2 par le ministère de l'Agriculture. Ça fixe un cadre. La loi Egalim est arrivée en 2018 avec l'engagement, par exemple, d'avoir plus de produits bio, notamment au sein des cantines, dans les écoles en France. Il y a le plan biodiversité qui est arrivé en 2018, la loi climat-énergie en 2019, la stratégie nationale bas carbone en 2021 avec les engagements de réduction et de neutralité carbone à l'horizon 2050, donc des engagements forts portés par la France. Et enfin, le Varenne de l'eau et du changement climatique en 2021 qui a donné une feuille de route pour toutes les filières agricoles françaises, les obligeant à structurer une stratégie par rapport au changement climatique pour chacune de ces filières. Donc, ça a été le cas pour la filière viticole française, donc je vais en parler après. Alors, aussi, il me semblait important de resituer les politiques publiques et aussi la spécificité de la viticulture française avec ces signes de qualité, puisque par rapport à d'autres agricultures, d'autres produits, on a une particularité d'être très ancré dans les signes de qualité avec des appellations et des indications géographiques protégées. Il y a des dates marquantes par rapport à ces cahiers des charges de nos signes de qualité qui ont fait que nos cahiers des charges viticoles ont évolué, avec notamment donc en 2014, il y a eu la possibilité pour les ODG d'intégrer des mesures visant à préserver leur terroir dans leur cahier des charges. Avant, c'était pas possible. Voilà, c'est vraiment une nouveauté. De même qu'en 2016, il y a eu la possibilité d'intégrer les principes de l'agroécologie dans les modes de production des signes de qualité. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas marquer dans son cahier des charges des éléments, par exemple, relatifs à l'enherbement dans les vignobles. C'était évacué du cahier des charges. Depuis 2016, c'est possible de démarche volontaire, donc aucune obligation. Chaque ODG est libre de se saisir de cette possibilité. Et par rapport à cette possibilité, il y a eu des propositions de fait à partir de 2020 pour introduire des dispositifs agro-environnementaux types, donc c'est-à-dire des mesures types, des phrases déjà toutes prêtes avec un plan de contrôle adapté pour faciliter une harmonisation des cahiers des charges et faciliter l'intégration de ces mesures agro-environnementales dans les cahiers des charges. Donc ces mesures types, c'est par exemple interdire le désherbage chimique, obliger l'enherbement, donc soit que l'interrant, soit mettre un certain pourcentage,
qui porte aussi sur la qualité de la pulvérisation, donc des notions qui n'étaient pas autorisées auparavant. Le respect aussi de la séquence morphologique, donc interdiction de modifier les séquences du paysage, comme l'a bien présenté Régis Amboise, ou bien interdiction de désherber les tournières des parcelles de vignes. Donc ce sont toute une liste de mesures types qui ont été travaillées par chacune des filières. Donc pour la filière viticole, on a des mesures types qui permettent aux ODG d'évoluer, de faire évoluer de façon volontaire leur cahier des charges. Il y a eu également, depuis 2020, la possibilité aussi laissée aux ODG de mettre la certification environnementale ou bien la certification agriculture biologique dans leur cahier des charges comme une obligation, ou bien de faire ça à côté du cahier des charges. En illustration d'actions qui ont été conduites également pour accompagner la filière par rapport à ces réflexions, par rapport à la haute valeur environnementale. Donc, l'IFV a coordonné un guide de sensibilisation à la certification haute valeur environnementale spécifiquement pour la filière viticole, sachant que cette certification, elle est multifilière. Elle porte que sur l'amont, pas la partie transformation, mais c'est bien un élément de certification qui est apposé sur le produit final. Donc c'est un vecteur de communication vers les consommateurs et qui parle de la façon dont les produits agricoles sont produits. Il nous a semblé important de faire ce guide pour donner des éléments de compréhension avec des exemples spécifiques pour la filière viticole. En éléments autres structurants, en 2018, il y a eu un plan pour la filière française viticole suite aux états généraux de l'alimentation, où pareil, il y a des engagements de prix par la filière pour avoir plus de démarches environnementales, par exemple. C'est un moyen, un plan de donner un cap collectivement par rapport à une filière. Faut savoir que en 2023, il y a un nouveau plan qui vient de sortir. Donc, voilà. On aime bien organiser des plans, mais ça, l'intérêt, c'est quand même, ça donne un cadre commun, collectif à l'ensemble d'une filière. En 2016, il s'est passé aussi une grosse réflexion dans le cadre par rapport au changement climatique, coordonné par l'INRAE dans le cadre du projet La Cave, un gros méta-programme qui a fait phosphorer les professionnels de la filière viticole par rapport à l'horizon 2050. Donc, il y a des scénarios prospectifs qui ont été soumis aux professionnels à l'échelon national, également dans des réflexions qui ont été conduites à l'échelon régional par rapport à 4 stratégies, 4 avenirs possibles de la viticulture, 4 scénarios. Donc qui soit complètement nomade, c'est-à-dire où on verrait une délocalisation complète de nos vignobles par rapport au changement climatique, un scénario libéral où on ouvrirait complètement les pratiques allant jusqu'aux OGM ou du mouillage, ou bien un scénario très conservateur et ou encore un scénario innovant. Par rapport à ces 4 scénarios, la filière a décidé et s'est focalisé sur un scénario innovant, mais tout en conservant la valeur de la filière, donc en barrant l'idée de voir délocaliser complètement nos vignobles. Enfin, 2021, il y a une stratégie qui a été conduite dans le cadre du Varenne de l'eau et du changement climatique, je vous l'ai indiqué précédemment, où chaque filière s'est saisie d'une réflexion par rapport au changement climatique. Et donc pour la filière viticole, ça a donné lieu à une stratégie, je vais vous expliquer, qui permet concrètement de se projeter sur de réfléchir collectivement sur des actions à conduire
par rapport à la thématique du changement climatique. Faut savoir qu'en viticulture, on a un pas de temps un peu différent par rapport aux autres filières. Si on prend par exemple le pas de temps des céréales, on sait bien que voilà, les céréales, chaque année, ils peuvent se permettre de changer leur variété, de changer de culture. En viticulture, on sait que le pas de temps est beaucoup plus long. On va planter une vigne pour au moins 30 ans. Donc, il y a une certaine inertie, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que la vigne qu'on plante maintenant, c'est pas pour changer de cépage dans 3 ans. Donc ça nécessite du coup de mettre tous les efforts, de conduire des réflexions pour essayer de se tromper le moins possible et aussi d'arriver à se projeter sur le climat du futur pour être le plus à se donner plus de chances d'avoir vis-à-vis du climat du futur des conditions adaptées pour pouvoir toujours continuer à produire en respectant, on va dire, les concepts d'agroécologie précédemment énoncés. Alors aussi, un autre élément de compréhension, suite aux mesures offertes aux signes de qualité pour faire évoluer leur cahier des charges, à l'IFV, on a fait un guide de l'agroécologie en viticulture. Donc c'est un guide, comme son nom l'indique, sur l'ensemble des pans de l'agroécologie, qui a été co-rédigé avec l'INAO pour donner des clés de compréhension pour les opérateurs de la filière par rapport à la thématique de l'agroécologie, sur la partie amont, pas la partie aval. Ce guide, donc, il a été produit en 2017 et on a fait une révision de ce guide en 2022 en intégrant des thématiques sur l'atténuation des effets du changement climatique, en intégrant la thématique de la qualité des sols, la qualité de l'air et la protection de l'atmosphère. Dans ce guide, on a une entrée à la fois technique avec des mesures qui peuvent être faites par les viticulteurs. Il y a des aspects réglementaires aussi, puisqu'on a la particularité d'avoir une complexité réglementaire forte. Et ces informations réglementaires sont rattachées dans chacune des thématiques. Également, on a des illustrations avec des ouvrages de référence pour creuser certains points, ou bien des illustrations avec des actions qui peuvent être portées par des collectifs dans différentes régions pour se nourrir aussi d'exemples qui peuvent être d'initiatives qui peuvent apporter du sens dans la réflexion. Le sommaire de ce guide de l'agroécologie est représenté sur la gauche. Donc on a les thématiques qualité des sols, préservation et développement de la biodiversité, diminution de l'usage des produits phytosanitaires et le développement du biocontrôle, la préservation de la ressource en eau, le recours à un matériel végétal plus adapté aux enjeux de l'agroécologie, préservation de la qualité de l'air et la protection de l'atmosphère, et enfin la partie atténuation. Et pour faire écho à l'intervention de Régis Amboise, donc on a jugé important aussi de représenter l'agroécologie à travers une illustration d'un paysage. Donc c'est un paysage virtuel que ma collègue Karine Herbin a fait dessiner pour montrer que la viticulture s'intègre dans une viticulture, dans un paysage on a des riverains qui se promènent, on a des éléments de biodiversité, on a des habitations, on a des écoles, on a des cours d'eau, on a des vallons. Et pour montrer que les actions qu'on conduit par rapport à l'agroécologie, elles ne doivent pas être portées uniquement à l'échelle d'une parcelle, mais elles doivent être vues, réfléchies à l'échelle d'un paysage collectivement. Voilà, donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à aller consulter ce guide. Il est téléchargeable gratuitement sur le site de l'IFV. Il est assez complet. On a, comme je vous l'ai dit, c'est un guide pour le volet amont. On a pour projet de faire son pendant sur la partie aval
pour aller ouvrir l'agroécologie jusqu'à la transformation et au vin en bouteille. Donc ça fait partie de nos prochains travaux qui vont être faits. Alors j'en viens au plan d'action de la filière viticole face au changement climatique. Alors, ça a été trop vite là. Voilà. Donc dans le cadre du Varenne de l'eau et du changement climatique, comme je vous l'ai dit, chaque filière a eu une feuille de... a phosphoré sur sa stratégie. Donc pour la filière viticole, on s'est appuyé sur les travaux du projet La Cave, où je vous ai cité les réflexions sur 4 scénarios à l'horizon 2050. C'était un projet très structurant qui nous a permis de partir d'acquis, de partir d'une vision. Donc cette stratégie a été déclinée en plan d'action depuis lancée en octobre 2022. Dans l'objectif de cette stratégie, donc c'est accompagner l'ensemble de la filière dans l'adaptation au changement climatique et son atténuation, permettre une cohérence d'ensemble entre le niveau national et le niveau régional, parce que les actions se font à l'échelle régionale, et c'est important de bien redescendre à l'échelle régionale pour intégrer les spécificités du climat, de terroir et d'hommes et de femmes qui font ces vignes. Aussi, l'objectif, c'est de mobiliser la recherche et développement pour pouvoir alimenter les réflexions sur le futur, et également être force de proposition, également informée, c'est-à-dire faire circuler l'information. Donc sur la partie droite, vous voyez un résumé des réflexions prospectives qui avaient été conduites dans le cadre du projet La Cave. Donc en résumé, la filière souhaite innover pour rester, donc souhaite favoriser un scénario innovant tout en conservant la valeur de la filière viticole, et souhaite éviter l'apparition d'un scénario complètement nomade ou complètement libéral. Donc on est ancré dans notre territoire, ancré pour respecter la définition notamment du vin, qui est un produit exclusif de la fermentation du raisin. Alors cette stratégie, elle se décline en 7 domaines d'action. Domaine 1, l'amélioration de la connaissance des zones viticoles, que ce soit les sols, le climat. Un domaine sur agir sur les conditions de production. Donc là, on va voir tout ce qui va toucher aux possibilités de faire évoluer son cahier des charges, la façon dont on va conduire la vigne, concrètement dans sa région. Donc par rapport au changement climatique, on va toucher à la question par exemple de faire de l'ombrage au niveau des grappes de raisin, comment faire pour se passer d'irrigation, on parle de stratégie sèche, toutes les actions qui vont être réfléchies pour conjuguer changement climatique et production de raisins dans le futur. Un domaine 3 qui va s'attacher au matériel végétal, donc favoriser un matériel végétal adapté. Donc quand on parle matériel végétal, on pense tout de suite au cépage, mais on pense aussi également au porte-greffes, c'est-à-dire avoir des porte-greffes qui soient tolérants au stress hydrique notamment, en tout cas, creuser un petit peu plus dans cette voie qui a été jusqu'à maintenant écartée, oubliée. Également sur la partie cépage, il y a les parties variétés résistantes où on peut réduire son IFT par rapport aux maladies cryptogamiques, mais également repartager les informations sur les cépages oubliés qui peuvent retrouver un intérêt par rapport au changement climatique. Le domaine 4 porte sur les pratiques œnologiques, donc le respect de la définition du vin, tout ce qui touche à l'acidification des vins, puisqu'avec le changement climatique, on sait qu'on va perdre naturellement de l'acidité, qu'on en a besoin, notamment pour apporter la fraîcheur à nos vins. Les rosés sont un bon exemple.
Également la question de l'alcool, donc la teneur en alcool. Comment concilier l'attente des consommateurs d'un vin et la teneur en alcool des vins, sachant qu'avec le changement climatique, on va vers plus de teneur en alcool dans les vins. Donc il y a des réflexions qui sont en cours pour la désalcoolisation partielle ou totale des vins. Voilà, pour dire que ça rentre dans le cadre de cette stratégie. La partie 5, c'est l'évolution des marchés et des garanties de production. Donc là, on comprend bien que par rapport au changement climatique, il y a des aléas climatiques, les accidents comme la grêle, le gel, la sécheresse, les excès d'eau. Et donc, il va falloir réfléchir à comment assurer une continuité de production pour, face à son client, ne pas les perdre, avoir un revenu constant pour nos vignerons. Donc cette partie qui touche par exemple au vin de réserve, réserve individuelle qui rentre dans ce domaine-là. Il y a un domaine dédié à la recherche, au développement, au transfert et à la formation. Donc ça sera mon propos suivant, le projet Vitiliance. Et enfin, un domaine dédié à l'atténuation au changement climatique. Donc comment contribuer à son atténuation avec des actions qui peuvent être portées au niveau de la viticulture ou jusqu'au conditionnement. Citons l'exemple d'un levier qui est facilement atteignable et qui permet de réduire son empreinte environnementale, comme le poids de la bouteille. Et c'est qu'un exemple. On parle aussi de stockage de carbone dans les sols, etc. On pourrait en faire un colloque dédié, je pense. Alors, je vais rentrer plus dans le détail sur le projet Vitiliance, donc, qui est un projet que nous avons monté l'année 2023, qui rentre dans le domaine 6 sur le domaine recherche, développement, formation et transfert, et qui a pour vocation à bâtir un réseau de démonstrateurs innovants pour une meilleure résilience climatique des vignobles français. Alors, c'est un projet, donc, je vous le dis, on a phosphoré sur sa rédaction. Il n'a pas encore démarré, donc je suis désolée, j'ai pas de résultat à vous présenter sur ce projet, mais en tout cas, il me semblait important, et en ayant échangé avec Birte, de pouvoir vous le partager, puisque vous serez amené à en entendre parler à partir de 2024. Je pense que vous pourrez aussi être acteur dans les réflexions. Alors, ce projet, c'est un projet important, structurant pour la filière sur la recherche et développement, important au niveau budgétaire, puisque bon, il devrait s'élever à 7,4 millions d'euros, qui va s'étaler sur 4 ans et qui vise à mettre en place des démonstrateurs dans les différentes régions viticoles pour se projeter, et donc par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, se projeter sur les vignes ou les caves du futur en France et dans chacune des régions, en intégrant le volet adaptation au changement climatique, mais également atténuation. Donc avoir les deux entrées, s'adapter et atténuer. Alors, on est parti du constat qu'on avait dans nos régions viticoles pas mal de références en recherche et développement sur des essais monofactoriels. C'est-à-dire un essai monofactoriel, c'est-à-dire qu'on va essayer, par exemple, le paillage par rapport à l'absence de paillage. On va essayer un filet anti-grêle par rapport à pas de filet. On va essayer un cépage par rapport à un cépage de référence. Donc c'est une approche individuelle qui a beaucoup de sens, bien sûr, mais en fait, on manque de références sur les cumuls de leviers unitaires dans un même contexte pédoclimatique, et c'est ce qu'on appelle les approches système, c'est-à-dire avoir sur un même endroit un endroit où on va essayer de cumuler les bonnes solutions, les bonnes idées qui pourraient arriver par rapport au changement climatique, et voir comment, mis bout à bout, ces solutions unitaires se comportent
par rapport à l'objectif, toujours de produire du raisin quand même pour faire un vin de qualité, puisqu'on est bien dans une filière où notre objectif, c'est de faire du vin. Donc on est parti de ce constat-là qu'on avait besoin d'aller plus de l'avant sur des approches système et d'avoir des références comme ça d'approches système dans chacune des régions viticoles pour qu'on ait un lieu emblématique où on peut essayer de se projeter sur la viticulture du futur. Donc c'est l'objectif de ce projet Vitiliance, combiner des leviers d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Les éléments clés, c'est impliquer les acteurs du territoire, faire venir toutes les expertises qu'on puisse trouver dans différents domaines, aussi faire de la pédagogie, faire du transfert de la formation pour diffuser au maximum, faire venir les gens, qu'on puisse en parler, qu'on puisse voir, qu'on puisse suivre l'évolution, faire venir des étudiants aussi pour les éclairer. Ça doit être des lieux accessibles, exemplaires aussi, avec aussi une certaine prise de risque. Il ne suffit pas de faire à l'identique ce qu'on sait déjà faire, c'est prendre un peu de risque pour aller de l'avant et être ancré dans son territoire par rapport au sol, aux conditions climatiques de maintenant, mais aussi être un peu visionnaire par rapport aux conditions climatiques du futur. Donc les enjeux, c'est la généricité, la durabilité sur les 3 piliers du développement durable, environnemental, économique, sociétal. Donc, il ne s'agit pas de revenir à la pioche parce que là, on va avoir du mal à trouver du personnel, mais que ça soit atteignable concrètement aussi humainement. Les enjeux, c'est la transférabilité, aussi le lien à l'origine pour nos signes de qualité, AOP, IGP, et le transfert de connaissances. Donc, vous l'avez compris, c'est assez ambitieux, c'est un peu un challenge, mais collectivement, les acteurs se sont dit, on y va, banco, et les pouvoirs publics nous ont dit, ok, banco, on va vous financer un projet de cette ampleur pour la viticulture française. Je vais passer assez vite sur les objectifs généraux, partager, sensibiliser, mutualiser, expérimenter, mobiliser, construire. L'articulation de ce projet, le détail en phasage, on souhaite, l'action 1, faire un inventaire, commencer par un inventaire des leviers, c'est-à-dire un inventaire des pratiques avec une traque à l'innovation, des bonnes pratiques qui peuvent déjà exister dans les différents territoires par rapport au changement climatique, des actions isolées qui ne sont pas forcément bien connues. L'objectif, c'est les remonter, les partager, les faire connaître par rapport au changement climatique, que ce soit à la vigne ou à la cave. L'action 2, mettre en place ces fameux démonstrateurs avec l'ambition d'en avoir 20, donc à peu près 2 par bassin viticole français. Donc ces démonstrateurs, ce sont des lieux physiques, je les ai écrits. On va faire des brainstorming sur quels leviers on veut cumuler collectivement. On va les mettre en place et on va les suivre dans le temps et faire de la pédagogie autour. Peut-être que ça ne va pas marcher, mais en tout cas, il faut qu'on essaye. Il y a une partie 3 sur l'animation, donc partager les informations sur les pratiques à la vigne ou à la cave autour du changement climatique. Donc concrètement, ça va se traduire par des animateurs en région, un animateur par région qui va être financé un demi-ETP pour faire du lien, l'animation sur le changement climatique. On constate qu'il y a, certains connaissent peut-être déjà, il y a des animateurs du plan national dépérissement. Ça fonctionne puisqu'il y a une animation forte autour de la thématique des dépérissements du vignoble. On veut faire la même chose pour le volet changement climatique. Puis une action 4 assez classique sur la coordination et la communication du projet, où donc il y aura une concertation et des méthodes qui seront apportées communes à toutes les régions. Voilà. On a bien 2 parties dans ce projet, une partie animation, qu'elle soit régionale, partie nationale, et une partie démonstrateur, où on va bâtir ces 20 démonstrateurs. Alors, quand je dis on, c'est collectivement, parce qu'en fait, on est là juste pour être facilitateur, on n'a pas la réponse. Mais donc, il y aura un cahier des charges
qui sera rédigé pour dire voilà ce que c'est qu'un démonstrateur, dans le sens où c'est les éléments clés que je vous ai indiqués, où on cherchera il faudra bâtir ces cumuls de leviers, donc mettre les bons acteurs, une diversité d'acteurs autour de la table, et donc ça sera ouvert à qui voudra s'engager pour bâtir ces démonstrateurs, et aussi s'engager un peu pour le futur, puisque c'est un projet qui est financé pour 4 ans. Il ne s'agit pas, au bout de 4 ans, évidemment, d'arrêter de suivre ces démonstrateurs, puisque si on plante de la vigne, il faut bien sûr le suivre dans le temps. Donc il y aura une prise de risque qui doit être assurée, et un engagement à suivre dans le temps, avec des indicateurs, comment la vigne se comporte. Si on bâtit des démonstrateurs à la cave, eh bien avoir des indicateurs pour savoir si on a atteint des objectifs de réduction d'empreinte carbone, par exemple, ou bien avoir des indicateurs par rapport aux différents leviers qui ont été choisis pour être testés. Alors sur cette carte, vous voyez un peu le maillage régional. Je vous ai indiqué toutes les régions viticoles seront concernées, avec en gras l'animateur régional qui va porter ces réflexions, et donc qui fera l'animation, la coordination autour de ce projet. Et donc on peut espérer que vous puissiez contribuer aux réflexions futures. Je vais passer assez vite par rapport au timing qui m'est imparti. Donc les partenaires, vous avez ici identifiés par région, les partenaires au niveau national. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que par rapport aux instances de la filière, il y a un engagement fort, notamment aussi de la part de l'INAO, puisque ces démonstrateurs sont un peu l'occasion aussi de se projeter pour identifier peut-être quels sont les cahiers des charges du futur par rapport aux signes de qualité. C'est un petit peu un incubateur par rapport aux dispositifs d'évolution d'évaluation des innovations, les DEI. Je ne sais pas, certains ont entendu parler. Vous avez peut-être en tête les VIFA, le dispositif qui permet de tester des variétés résistantes ou de tester des cépages anciens dans son cahier des charges, avec une période de 10 ans d'expérimentation. En fait, la nouveauté, c'est que c'est le viticulteur qui est expérimentateur, donc sur la partie matériel végétal. C'est le VIFA. Je suis désolée si je vous donne beaucoup d'informations, mais j'espère que je pourrai répondre aux questions après à table ronde si c'est pas clair. Donc le dispositif VIFA, c'est pour le matériel végétal, et le dispositif DEI, dispositif d'évaluation des innovations. Donc c'est la même chose, mais pour l'ensemble des points d'un cahier des charges. Si par exemple on veut un ODG souhaite envisager une modification de sa densité de plantation, ça pourrait être expérimenté au même titre que les VIFA, et tout en bénéficiant de l'appellation. C'est-à-dire que les viticulteurs vont pouvoir tester par eux-mêmes tout en gardant le bénéfice de l'appellation. Et donc ces démonstrateurs, ils sont vus un peu comme des incubateurs pour peut-être faire évoluer les cahiers des charges de nos appellations pour le futur. Alors je vais finir, il me reste 1 minute 20, par 2 illustrations de projets, pour que ça soit un peu plus concret. Je suis désolée si c'est un peu conceptuel. Un projet s'appelle Divers Viti, c'est un projet d'approche système qui a été conduit, mis en place sur un domaine IFV à Montreuil-Bellay en Val-de-Loire, où il y a eu des réflexions avec des différents acteurs du territoire, un peu comme on souhaite le faire pour le projet des Vitiliance, où on a réuni différents acteurs pour réfléchir par rapport à une parcelle, quoi mettre en place comme levier pour tous ces objectifs-là.
Donc collectivement, il y a eu l'intelligence collective qui a donné des pistes voilà, sur un vignoble un peu innovant, donc qui n'est pas en conformité avec le cahier des charges actuel, mais c'est pas grave. Et ça a été planté, donc avec une densité à 2 mètres sur 2 mètres, donc sur du chenin, sur du 1011-3 Paulsen. Sur ce vignoble, il y avait une topographie particulière, donc là, il y a une réflexion pour voir comment planter, dans quel sens par rapport au relief, planter ces vignes. Il a été mis aussi en haut, sur le sommet des chênes truffiers. Dans l'interrang, on a planté des plantes parfums médicinales. Sous le rang, ça a été avec une couverture mixte. Il y a eu des bandes fleuries, des rangées d'arbres qui ont été plantées. Et puis, il y a d'autres cultures qui seront plantées, autres que la vigne, juste à proximité. Donc ça donne ça en photo. Là, voilà. Voilà, vous voyez, c'est une parcelle qui est située à côté du lycée de Montreuil, lycée viticole. Vous voyez la partie avec les chênes truffiers. Donc là, vous avez vu le sens, là, les arbres. Donc, il faut attendre que ça pousse pour voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est pour vous illustrer le fruit de la réflexion. Alors, j'avais d'autres photos, mais voilà. Pour montrer, bon, ça va prendre du temps, mais pour vous illustrer une autre approche, en mode approche système, ce que ça peut donner. Et puis enfin, exemple, et je terminerai, sur une illustration de track à l'innovation. Donc c'est un projet qui s'appelle Vitinobio, qui visait à identifier des bonnes idées, c'est un jeu de mots, des idées déjà mises en place par des viticulteurs en bio dans différentes régions viticoles françaises et sans porter de jugement de valeur si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais en tout cas les porter à connaissance. C'est un peu ce qu'on souhaite faire dans le projet Vitiliance, porter à connaissance avec la track à l'innovation. Donc ça donne lieu à un petit guide avec des idées d'actions qui sont remontées, qui sont caractérisées, qui sont portées à connaissance, et ce qui permet aux acteurs d'échanger entre eux, en tout cas d'aller se renseigner auprès directement du viticulteur qui a porté cette idée pour essayer de creuser le sujet. Donc en guise de conclusion, on va dire que les vignerons sont maintenant expérimentateurs, sont acteurs aussi d'action, d'innovation par rapport au changement climatique, et on gardait en tête aussi que les leviers d'action, ils doivent être portés sur la partie adaptation au changement climatique, mais aussi l'atténuation. Donc bien avoir en tête l'empreinte environnementale de nos actions qu'on fait, l'ensemble de la chaîne de valeur du vin par rapport au changement climatique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Valérie.